Alors mes chers amis, le repas auquel on procède juste avant le jeûne du 9 Av, ça veut dire la veille du 9 Av, ce repas, ça s'appelle la Seouda Amafseket. Le repas qui va interrompre la période durant laquelle on peut manger, et donc qui va nous mener vers la période du jeûne. Et ce repas, mes chers amis, est tout à fait particulier. Il y a un certain nombre de lois qui concernent ce repas. La première loi, c'est qu'il est interdit durant ce repas de manger de la viande, même du poulet. Il est interdit de boire du vin. Alors je sens que vous allez me dire, mes chers amis, mais attends, il y a un problème là. On avait dit que depuis déjà Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit de manger de la viande. Maintenant on vient, on dit, tu sais, la veille du 9 Av, pendant ce repas-là, on ne mange pas de viande. Ça fait déjà 9 jours. Réponse non. On avait vu qu'il y avait des cas pour lesquels on pouvait autoriser de manger de la viande. Par exemple, une personne qui est souffrante. Par exemple, une personne qui a besoin pour une raison ou pour une autre de manger de la viande, on lui avait autorisé. Ce repas-là, pas question de manger ni de viande, ni de poulet, ni même de vin. Et la coutume est, ainsi que l'écrit le Shulchan Aruch, de ne pas manger non plus de poisson durant ce repas-là. Si on souhaite manger des saucisses à base de soja, mais qui ne sont pas bassari, qui ne sont pas carnés, a-t-on le droit ou pas? Il y a des décisionnaires qui ont voulu interdire, en disant qu'on risque de susciter le soupçon d'autres personnes, qui vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il mange de la viande pendant Seuda Mafseket. Il ne s'endeuille pas, lui, sur la destruction du Beth Amikdash. Ce qu'on appelle en hébreu Mar'it Ha'ain. Simplement, de nombreux décisionnaires disent qu'il n'y a pas de problème, étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, la vente et la consommation de ce genre de saucisses est tout à fait courante. La personne qui me verrait manger ces saucisses pourrait et devrait penser que je mange des saucisses qui sont parvées, qui ne sont pas carnées. Durant ce repas, étant donné que c'est un repas de deuil, on n'a pas le droit de manger deux plats. On a le droit de manger qu'un plat, mais pas deux plats. Qu'est-ce qu'on appelle par plat? On appelle un plat cuisiné. Si je souhaite manger deux plats cuisinés, je n'ai pas le droit. Par exemple, une personne qui se dit, moi je vais manger un peu de tukchuka, de mahboura, je ne sais pas comment vous appelez ça, un peu de chouchouka, et aussi des pâtes. Deux choses distinctes. D'abord, de la chouchouka, ensuite, des pâtes. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Des décisionnaires qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? On n'a le droit qu'à un plat. Là, la chouchouka, elle est cuisinée. Les pâtes, elles sont cuisinées. Ça fait deux plats. Deux plats, c'est interdit. Si par contre, il y a des choses qui ne sont pas cuisinées, comme par exemple des fruits pas cuisinés. Par exemple, j'ai mangé mon plat c'était des pâtes, et ensuite je veux manger des pommes. Je veux boire de l'eau. Consommer tout type de choses qui ne sont pas cuisinées. Ça, j'ai le droit. Mais de plats cuisinés, j'ai le droit d'en manger qu'un. Et même si c'est la même espèce. Par exemple, j'ai décidé de faire deux plats d'œufs. Un œuf normal, un œuf dur, et un œuf brouillé. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Non, c'est considéré comme étant deux plats différents, et donc on n'a pas le droit. Que se passe-t-il si dans une même marmite, on fait deux plats dans la même marmite? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Peut-être qu'on pourrait dire qu'étant donné que tout est dans la même marmite, on a le droit. Mais d'autre part, c'est deux plats distincts. Dit le Shulchan Aruch, tout dépend. Si c'est deux plats qu'on a toujours l'habitude de manger mélangés, on aura le droit même pendant ce repas. Parce que finalement, on considère ça comme étant un seul et unique plat. Si par contre on n'a jamais l'habitude de mélanger ces choses-là, ce sera interdit. Prenons un exemple concret. Il y a des personnes qui durant toute l'année ont l'habitude de manger des œufs à la tomate. Je vous dis la recette succinctement. On fait cuire des tomates, et puis ensuite on casse dedans 2-3 œufs, on mélange tout ça, et ça donne un plat qui s'appelle les œufs à la tomate. A-t-on le droit de manger ça pendant le repas, Seuda Mafseket? Réponse oui. Ah, mais c'est deux espèces différentes. D'une part, il y a des tomates, d'autre part, il y a des œufs. Mais peu importe. Puisque la coutume, c'est de manger ces deux choses ensemble, on considère ça comme étant un seul plat. Pareil, il y en a qui mangent des lentilles mélangées avec des œufs. Si durant toute l'année, c'est la coutume, il n'y a pas de problème. Si dans mes pâtes, j'ai envie de mettre un peu de fromage, un peu de sauce tomate, j'ai le droit. Parce que durant toute l'année, je consomme ces deux choses-là ensemble. C'est donc considéré comme étant une seule et unique entité.
Il y a, mes chers amis, certaines personnes qui ont une coutume qui a été énormément controversée. Et je sais que ça va vous étonner, mais vous êtes là pour apprendre. Il y a des personnes qui ont la coutume, durant ce repas, de manger des œufs durs, d'une part, et de manger des lentilles, d'autre part. Et a priori, la raison pour laquelle on mange des lentilles ou pour laquelle on mange des œufs, c'est parce qu'on considère, d'après la Torah, que ce sont des aliments de deuil. Et on dit d'ailleurs que c'est ce que Yitzhak a mangé lorsque son père Avraham Avinu est décédé. C'est des aliments de deuil. Et donc, durant ce repas, on mange des lentilles, bien évidemment, cuites. Et en dehors de ça, on mange des œufs durs. Je vous pose une question, mes chers amis. Oubliez tous les stéréotypes, tout ce que vous avez toujours appris, et raisonnons ensemble. Pourquoi ne considérerait-on pas que c'est deux plats différents? J'ai d'une part un plat qui s'appelle des lentilles, d'autre part un plat qui s'appelle un œuf dur. Eh bien, je peux vous dire, mes chers amis, que le Rav Ovadia Yosef, par exemple, s'est complètement opposé à cette coutume. Et il n'est pas le seul. Il ramène le prix Hadash, par exemple, qui s'est opposé à cette coutume. Et il y a beaucoup d'autres immenses grands rabbinim, le Rav Raphaël Enkawa, par exemple. Il rapporte cette coutume et il la désapprouve complètement. Il dit c'est deux plats. Deux plats, c'est interdit. C'est vrai que certains décisionnaires ont voulu, malgré tout, légitimer cette coutume. En tous les cas, la plupart des décisionnaires interdisent. Il y en a qui ont eu une idée, ils se sont dit, quel est le problème? Dans un premier temps, on mange notre pain, par exemple, avec nos lentilles. Ensuite, on fait Birkat Hamazon. Donc, ce repas-là est terminé. Et puis ensuite, on mange des œufs durs. On a dit, c'est quoi la Seuda Mafseket? C'est le dernier repas auquel on procède avant le jeûne. Donc là, en quelque sorte, il y a eu deux repas. Il y a eu un premier repas, j'ai fait Birkat Hamazon, au revoir. Et le dernier repas, ça va être les œufs durs. Et de cette façon-là, on considère que durant ce dernier repas, qui n'est en fait que la consommation des œufs durs, eh ben, j'ai pas mangé deux plats, j'ai mangé qu'un plat. Beaucoup de décisionnaires n'ont pas aimé ce conseil. Ils ont dit que, d'une part, on entraîne des bénédictions qui ne sont pas nécessaires, vu que si jamais on avait consommé l'œuf avant d'avoir procédé au Birkat Hamazon, on n'aurait pas besoin de réciter la bénédiction dessus. Et en dehors de cela, il y a certains décisionnaires qui disent si on s'amuse à faire ça, alors l'institution de nos maîtres, qui est que durant ce repas on ne mange qu'un plat, elle est tombée à l'eau. Pourquoi? Parce que tout le monde va manger 10 plats en faisant le Birkat Hamazon en plein milieu. Donc en pratique, ce n'est pas la meilleure coutume. Alors vous allez me dire, mais pourtant, c'est le Shulchan Aruch qui le dit. Le Shulchan Aruch écrit explicitement que durant ce repas, on mange des œufs et des lentilles. Disent les décisionnaires qu'on a mal compris ce Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il parlait d'une coutume qui consistait à cuisiner des lentilles avec des œufs, pas des œufs durs, des œufs qu'on faisait comme ça revenir avec les lentilles. Et c'était un plat que les gens avaient la coutume de manger même en semaine, même en dehors du 9 Av. C'était un plat qui était visiblement très bon. Et donc, comme on l'a dit, de manger deux plats qui ne constituent en fait qu'un plat, puisque c'est la coutume de toujours les consommer ensemble, ça c'est autorisé. Et c'est de cela que parlait le Shulchan Aruch. Mais pas de manger deux plats complètement distincts, qui sont d'une part les lentilles et d'autre part les œufs. Si j'ai mangé mon repas, donc j'ai fait un motzi, j'ai mangé mon pain, en dehors du pain on a dit on a le droit à un plat. Donc j'ai mangé des lentilles. Ensuite on a dit que toutes les choses crues, j'ai envie de manger une salade verte, j'ai envie de manger des pommes, il n'y a pas de problème. Que se passe-t-il si jamais je souhaite consommer des pommes caramélisées, des pommes que j'ai introduites dans le four et que j'ai fait cuire? Les décisionnaires, là il y a un problème. Bien que les pommes j'aurais pu les consommer crues, mais dès lors que je les ai cuites, il y a un problème, on considère que c'est deux plats. Et ça c'est donc complètement interdit. Durant ce repas, mes chers amis, on a la coutume, dans la mesure du possible, d'éviter de boire des boissons alcoolisées. Une personne qui a beaucoup de mal, si elle ne boit pas de boissons alcoolisées, qui est très habituée à cela, qui sait que si elle ne boit pas ça, elle aura du mal à manger, alors il y a lieu de lui autoriser, ainsi que le Rama l'a écrit de façon explicite. A-t-on le droit, suite à ce repas, à boire un café au lait, par exemple? Est-ce qu'on considère que le café, c'est un plat qui a été cuit? Effectivement, on a fait bouillir l'eau. Quelquefois, on fait bouillir le lait. Ou est-ce qu'on considère que c'est autorisé? Le Zera Emet a voulu interdire, il rapporte un certain nombre de preuves, et il dit que c'est interdit. Il dit lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit de manger de plat,
c'est pas forcément manger, c'est manger ou boire. Une soupe par exemple, une soupe c'est un plat cuisiné. Alors quoi, on a le droit en dehors d'un plat de boire une soupe? Non, c'est interdit. Donc il veut dire, il en va de même concernant le café. Le Chida dit que la coutume en Eretz Israël, ça a toujours été d'autoriser. Que même les personnes en bonne santé boivent un café à la fin de ce repas. Alors comment ça se fait? Il y a beaucoup d'explications. Lui par exemple, le Chida, dit non. Lorsqu'il est écrit tu ne mangeras pas de plat, c'est manger. Boire, c'est autorisé. Le Rav Ovadia Yosef veut donner une autre raison. Il veut dire en général le café, on ne le prépare pas dans un ustensile premier, dans un kli rishon, qui était directement sur le feu. En général, on fait bouillir de l'eau dans un kli rishon, et ensuite on déverse cette eau dans un kli sheni. Donc ce n'est pas un véritable bichoul, ce n'est pas une véritable cuisson. Et donc, concernant ces lois-là, qui sont malgré tout des lois qui procèdent de la coutume, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, certainement pas plus que ça. Il y en a qui veulent dire que c'est qu'une coutume. Il y en a qui veulent dire que c'est qu'une mesure de rigueur de ne pas manger 2 plats cuisinés. Donc, ce n'est pas la peine de se montrer tellement rigoureux. Et c'est la raison pour laquelle peut-être on peut aussi autoriser de boire un café à la fin du repas. Il y en a qui veulent dire, le Aruch HaShulchan par exemple veut dire que quand on parle de plat, on parle d'un plat. Là, ce n'est pas un plat, le café c'est de l'eau. Alors quoi, on va interdire de boire de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a si l'eau a été cuite? Et alors? C'est que de l'eau. Donc en pratique, beaucoup de décisionnaires autorisent à boire un café, même un café au lait à la fin de ce repas. Le Rav Ovadia Yosef dit que, étant donné que malgré tout, ce n'est pas un repas durant lequel on veut kiffer, c'est un repas de deuil, c'est un repas triste. Donc, la personne qui pourrait éviter de boire un café serait digne de louange durant ce repas précisément. Durant ce repas, on s'assoit sur le sol. On ne s'assoit pas sur une chaise, on s'assoit sur le sol, étant donné qu'on est en deuil. Une femme enceinte au 9e mois qui ne pourrait pas s'asseoir sur le sol, alors qu'elle peut s'asseoir, elle, sur une chaise, normalement, de la même façon une personne âgée. Les décisionnaires écrivent, et ça provient de la Kabbale, cette notion-là, qu'on n'a pas le droit de s'asseoir à même le sol. Il faut toujours mettre quelque chose qui sépare entre le corps de la personne assise et le sol. Pourquoi? C'est d'après la Kabbale. Donc on met un tissu, on met un vêtement, on met un petit quelque chose pour qu'il y ait une séparation. Certains veulent dire que tout ça c'est vrai si jamais le sol n'est pas carrelé. Si jamais c'était un sol, comme à l'époque, un sol en terre. Mais si jamais il est carrelé, qu'il y a un carrelage, qu'il y a du parquet, que ce n'est pas la peine de le faire, il y en a qui disent que même dans ce cas-là, on a l'habitude de mettre sur le sol un vêtement, un tissu, etc. Durant ce repas, comme c'est un repas de deuil, ce n'est pas un repas qu'on fait entre amis comme ça, il faut absolument éviter de s'asseoir 3 personnes ensemble. Quand on s'assoit 3 personnes ensemble, en quelque sorte, on se réunit pour parler, pour discuter, c'est sympa. Et ce n'est pas ce qu'on doit faire durant ce repas-là. Donc durant ce repas-là, le père s'assoit dans un coin, la mère s'assoit dans un autre coin, les enfants dans un autre coin. Il ne s'agit pas de tous se réunir ensemble. Si jamais on s'est réunis, on ne connaissait pas la halakha, on s'est réunis, on était 3 hommes. Et on a mangé ensemble vraiment, côte à côte, on discutait vraiment ensemble, on était vraiment réunis, autour, j'allais dire, d'une même table. Certains décisionnaires tels que le Magen Avraham vont dire que bien qu'on a mangé ensemble, à 3, on ne doit pas procéder au zimoun. Le fameux zimoun auquel on doit procéder quand on a mangé généralement à 3, durant ce repas-là, étant donné que ce n'est pas un repas durant lequel on est censé se réunir, bien qu'on était assis à côté, mais on n'avait pas l'intention vraiment d'être réunis. Et donc il n'y a pas de zimoun. Le Rav Ovadia Yosef ainsi que d'autres décisionnaires écrivent qu'en pratique, si jamais on s'est assis à 3, on doit faire le zimoun. Dernier point important, mes chers amis. Une personne qui a fini ce repas, il a fini la Seuda Mafseket. Et ensuite, il s'aperçoit qu'il a encore soif. Il aimerait bien boire encore un petit peu d'eau. Il aimerait bien manger encore un petit quelque chose. A-t-il le droit de le faire ou pas? Disent les décisionnaires que c'est autorisé. Même si la personne dans son cœur s'était dit, ça y est, maintenant j'arrête, c'est fini, j'arrête de manger. Tant qu'on a pensé ça que dans notre cœur, il n'y a pas de problème. Si on a explicité cette chose-là, et qu'on a dit vraiment de façon formelle, dorénavant, à présent, j'arrête de manger, c'est le jeûne, là il y a un véritable problème. Mais tant qu'on a juste pensé, ou alors a fortiori qu'on n'a même pas pensé, qu'on a juste simplement fait le Birkat Hamazon, fini le repas, on a encore le droit de manger et de boire, jusque Ben Hashmashot, jusqu'au moment du crépuscule du soir. Voilà mes chers amis, Besorot Tovot, et à très bientôt. Kol Tov.